On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on fait le point sur le relais pour la vie là, qui va se tenir le 10 juin prochain. Mais d'abord, elle, c'est une plongeuse de haut vol et Plongeon Canada vient de l'honorer en lui donnant le prix de la vague positive. Elle vient de recevoir, en fait, on vient de lui remettre le prix Vague Positive. Vous allez comprendre pourquoi ce prix s'appelle Vague Positive. C'est Plongeon Canada qui a honoré Lisanne Richard, plongeuse de haut vol, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue, félicitations. Bien, merci pour tout ça et bonjour. Et bonjour, et bonjour. Et on a le petit prix tout juste à côté de moi. Qu'est-ce qui signifie ce prix-là? Parce que j'ai l'impression que je t'ai senti plus émotive, plus à fleur de peau que n'importe quelle autre décoration que tu as pu recevoir dans ta vie. Pourquoi ça t'a touché plus que d'autres choses? Bien, c'est parce que c'est vraiment une suite d'événements et un travail acharné qui m'a permis de développer le sport du plongeon de haut vol au pays. Donc, c'est au-delà d'être félicité pour une compétition, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Je n'ai pas terminé, évidemment, de faire du plongeon de haut vol, mais à ce stade-ci, le plongeon s'est tellement développé, le plongeon de haut vol, par rapport à lorsque moi j'ai commencé. Puis là, avec tous les beaux développements qui s'en viennent pour ce sport-là, Plongeon Canada a jugé bon de souligner ma contribution vraiment importante. Parce que là, maintenant, on a des championnats nationaux seniors en plongeon de haut vol qui ont lieu au Parc olympique, grâce, entre autres, aux plateformes qui ont été installées par mon travail. Mais bon, c'est vraiment parce que ça représente des années d'efforts que ça m'a touchée en particulier. C'est l'ensemble de l'œuvre. Oui. Bon. Normalement, quand une institution délivre un prix pour l'ensemble de l'œuvre, c'est donc qu'il y a quand même quelques années d'expérience. On n'est plus junior, là. Non. Hein? Non, mais c'est ça pareil, là. Bon, comme tu dis, la carrière n'est pas finie aujourd'hui, mais ça reste que à ce jour, tu as quand même fait beaucoup de choses pour ce sport-là, là. La visibilité a été payante aussi, probablement, pour Plongeon Canada et pour le haut vol. Vraiment, là. Puis, bien, ça commence à faire longtemps que moi, je fais du plongeon de haut vol, là. Hors d'onde, on le disait, j'ai débuté à l'an 2000. Donc là, ça fait quand même 23 ans. C'est plus que la moitié de ma vie. Donc moi, ça fait longtemps que ça me passionne. Mais c'est vraiment à partir de 2015 que je me suis investie dans ce sport-là. Puis en équipe avec Plongeon Québec, Camo Plongeon, Plongeon Canada et le Parc olympique, on a travaillé fort pour développer le sport. Mais je pense, puis c'est ce que Plongeon Canada a reconnu, que c'est grâce à ma tête de cochon qu'on est tous rendus là. C'est parce que j'ai été convaincante pour un bon nombre de personnes, puis ça a permis de bouger les choses. Mais est-ce que le plongeon de haut vol était le mal-aimé du sport, comment je dirais, le volet le plus méconnu du sport? Oui, bien, au début, lorsque moi j'ai commencé puis que je souhaitais rejoindre le circuit de compétition, on n'avait personne qui compétitionnait en plongeon de haut vol au pays. Puis, la façon d'apprendre, c'était dans des parcs d'attractions, entre autres, dans des foires avec des piscines portatives qu'on installe. Puis c'est un petit peu comme c'était presque le freak show du plongeon, là. Puis c'est les athlètes plus artistes, moins conformistes, qui s'investissent en plongeon de haut vol. Donc, on était perçus un peu comme les clowns. Mais il y avait tellement un développement qui s'en venait. Puis le calibre est rendu très, très technique. Puis maintenant, c'est reconnu comme un sport à part entière. Clown ou cascadeur? Les deux. Les deux, parce que même dans les spectacles de plongeon, il y a quand même tout un côté parodie, puis... fait qu'il y a ce côté-là assez clownesque. Mais oui, cascadeur, et puis lié à la prise de risque. Hein, on n'apprenait pas le plongeon de haut vol de la même façon qu'on apprend le plongeon régulier. Alors, c'était pas le même type d'athlète, ni le même type de personnalité qui pouvait s'investir dans ce sport-là. Mais grâce à tout ce qui a été établi, maintenant, on a un programme, on a différentes hauteurs de plateforme aussi pour apprendre. Il y a un 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 20 mètres. On peut approcher le plongeon de haut vol avec la technique avec laquelle on approche le plongeon régulier. Alors, c'est pour ça là, que ça ouvre des portes à vraiment un plus grand nombre de personnes, puis qu'on va avoir des athlètes de plus en plus de haut calibre. Parce que la référence pour le public, malheureusement, ça reste ce qu'il voit aux 4 ans aux Olympiques. Oui. Avec des athlètes qu'on aime beaucoup, là, qui font du 3 ou du 10 mètres, mais ça s'arrête là. Le public a souvent l'impression que plus que 10 mètres, comme tu dis, on tombe dans le spectacle, dans le divertissement, dans de la cascade. On perçoit ça moins comme un sport. Alors,
Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Là. Ça prend des aptitudes peut-être différentes, mais ça prend des aptitudes particulières pour arriver à livrer ça. Je dirais que ça prend exactement les mêmes aptitudes, mais ça en prend des supplémentaires parce que la prise de risque est plus grande, donc il faut vraiment travailler encore plus fort la préparation mentale. Parce que moi, je suis arrivée, puis au début, on ne me prenait pas nécessairement au sérieux. J'étais déjà âgée aussi, puis on se demandait si j'allais arriver à performer. Puis rapidement, je suis devenue championne du monde. Je me suis vraiment investie, puis j'ai trouvé comment développer des bonnes qualités techniques en tant que plongeuse. Mais ce que ça me prenait de différent, c'était, je dirais, un peu plus de bravoure, étant donné que la prise de risque est plus grande. Mais sinon, il faut vraiment qu'on ait les mêmes qualités, parce que dans les airs, on fait les mêmes prouesses, c'est juste qu'on les fait de plus haut et on tombe par les pieds, étant donné qu'on est de plus haut. Mais qu'est-ce qui fait que tu es passé au vol il y a de cela 20 ans? 23 ans même? Oui, bien moi, c'était l'aspect spectacle qui m'intéressait à la base. Mais c'était plutôt... c'était l'aspect... j'aimais ça, moi, le côté cascadeur de ce sport-là. T'avais-tu fait du 3 et du 10 mètres? Oui. Moi, j'ai fait un sport-études en plongeon quand j'étais plus jeune, secondaire 1 à 3. Puis ensuite, j'ai étudié en art du cirque. Et là, combiné le côté spectaculaire et le côté plongeon. Mais dans les années où tu faisais du 3 ou du 10 mètres, avais-tu des aspirations pour les Olympiques ou pas vraiment? Oui. Puis j'étais une bonne plongeuse technique. Là. J'étais déjà invitée aux essais olympiques à 14 ans. Ça s'enlignait très bien, ma carrière. Puis j'ai dû cesser de plonger à un jeune âge, étant donné que j'avais eu des problèmes avec mes oreilles. Puis là, plus tard, une fois tout ça guéri, bien là, j'ai fait mon retour. Mais rendu là, je savais que je revenais pour le haut vol. Mais en même temps, le haut vol, il n'y en a pas juste au Canada, il y en a partout dans le monde. Oui, il y a de plus en plus de pays impliqués. D'ailleurs, il y a de plus en plus de centres d'entraînement. Ici, à Montréal, on est le seul de ce calibre-là au monde. Au monde? Mais, oui, on est vraiment le meilleur centre d'entraînement intérieur sur la planète. Sinon, à Kazan, il y a une plateforme de 20 mètres, mais elle est beaucoup plus petite. Puis, il y a certaines autres piscines où il y a des mini-plateforme à 18 mètres, mais vraiment pour l'intérieur, c'est à Montréal qu'on est mieux équipé. Là. Sauf qu'il y a des centres d'entraînement extérieurs là, qui commencent à se développer un peu partout, entre autres en Chine, où j'avais été invitée à faire la cérémonie d'ouverture. Mais aux États-Unis aussi, il y a des beaux centres d'entraînement maintenant. Bon, donc, si ta contribution, ta visibilité a contribué à faire connaître le sport, et peut-être, j'ajouterais, à faire en sorte que les gens prennent au sérieux ce sport-là. Oui. C'est peut-être ça aussi. Est-ce que la prochaine étape, c'est que ce sport-là puisse faire son entrée aux Olympiques? Ah oui, moi, ça a été mon objectif toutes mes années de compétition, d'ailleurs. Et puis, depuis 2016, on y croit. Là, on pensait pouvoir être en démo à Rio. Ça va finir par se passer. Tu y crois? Ouais. Ah oui, j'y crois encore. C'est certain que ça va arriver. C'est juste que là, ça commence à prendre du temps. Mais le sport doit se développer. En fait, il y a plusieurs pays qui doivent prendre exemple sur le Canada pour vraiment créer une organisation, une structure pour développer les athlètes, le tout de façon sécuritaire. Donc, pour l'instant, il nous manque encore certains continents, en fait, représentés, puis même certains pays, évidemment. Ouais. Donc, plus le bassin d'athlètes va être grand, plus on va se rapprocher de cet objectif-là. Bon, le public ici, dans la région, te connaît depuis quelques années, entre autres avec le plongeon à partir d'une montgolfière en plein vol, au-dessus de la rivière Richelieu. Après ça, tu as sauté... à partir de collines, un peu partout dans l'est du Québec et tout ça, et d'autres trucs, là, et j'en passe. Donc, 1001 projets. Qu'est-ce qui te reste à faire que tu n'as pas déjà fait encore? Bien là, ça fait quelques années que je parle de l'hélico, là. Ouais. Je suis vraiment en train de concrétiser ça. Je sors d'un meeting, justement, à ce sujet-là. C'est beaucoup de logistique. Plus les projets sont grandioses, plus c'est d'organisation, de personnes impliquées, de trouver le bon moment et tout, mais... il faut suivre mes réseaux, là. Il y a des annonces qui s'en viennent. Mais l'hélico, c'est vraiment, parce que tu en as déjà parlé ici, pour toi, tu veux plonger à partir d'un hélicoptère. Oui. Bien, en fait, il y a vraiment... c'était vraiment génial pour moi de développer le sport sur le volet compétitif, mais là, maintenant, c'est du déjà vu. Moi, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. J'ai besoin de trouver d'autres endroits desquels plonger. Puis lorsque c'est un objet volant, c'est beaucoup plus difficile parce que même pour nos repères dans les airs, on tombe dans le vide. C'est pas une paroi rocheuse, c'est pas une plateforme avec la structure qui la tient. Mais ça a quelque chose de magique parce que ça fait qu'on peut le faire n'importe où, comme on a pu justement dans le Richelieu. Bien là, l'hélico va permettre de plonger dans un autre beau coin du Québec. Est-ce qu'il y a des jours où tu te dis, un jour ou l'autre, je vais devoir cesser, prendre ma retraite, faire autre chose, ou je ne pourrai peut-être plus prendre autant de risques parce qu'on vieillit tous, parce que même si on reste en bonne forme, l'âge est là. Est-ce que tu le vois, ça, au loin?
En fait, j'essaie de le rendre le plus loin possible. J'essaie de le retarder le plus possible. Mais la façon que j'aborde ma carrière maintenant me permet de prolonger ma durée de vie dans cette carrière-là parce que là, c'est par projet. Je me concentre sur un prochain projet, on met toute l'énergie là-dessus. Ensuite, je me donne la phase de récupération nécessaire. Donc, les compétitions, ça m'abîmait beaucoup plus parce que c'était une saison complète de compétition. Moi, je peux faire maintenant 3-4 projets par année, puis récupérer entre chaque. Puis je fais aussi beaucoup d'autres choses. Donc, je prépare le après, mais mon souhait, c'est que ce soit comme tout ensemble parce que je trouve que tout se complète bien également. Mes plongeons amènent un intérêt vers mes conférences. Mes conférences amènent un intérêt vers avoir des mandats d'animation pour des soirées, des galas, des choses comme ça, des ententes de publication, travailler en télé. Donc, c'est comme... Il y a une belle synergie à travers tout ça. Puis je suis une fille d'action. J'ai besoin de me challenger, mais je trouve d'autres façons de le faire aussi pour être certaine de l'être 12 mois par année. Parce que le tout se perpétue, entre autres, comme tu le dis, avec les fameuses conférences. Tu en donnes quand même plusieurs dans une saison, dans une année. Oui. Et ça, ce contact-là avec le public, il est toujours... c'est intéressant, ça, de raconter, même si pour toi, tu racontes sensiblement une histoire que tu as racontée des dizaines de fois, mais quand le public le reçoit, ce message-là, qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux quand tu vois ces gens-là t'écouter, raconter ton histoire? Bien, je dirais, ça dépend à qui je m'adresse, mais j'ai jamais l'impression, même si le canevas est souvent le même, d'offrir la même conférence parce que c'est un échange avec le public. Puis la période de questions est vraiment importante pour moi également. Donc, on s'en va ailleurs, dépendant à qui on s'adresse. Mais je dirais, j'adore ça, plonger, me challenger, vivre de l'adrénaline. Mais par-dessus tout, moi, j'aime les rapports humains. J'aime aller à la rencontre des gens. Donc, je suis comblée là, de par les conférences, par les arts du cirque aussi, que j'ai recommencé. J'en fais plus intensément dernièrement. Donc, ça me convient. Tout ça, c'est un drôle de mode de vie. Là. Je ne sais pas comment définir ma job, mais ça marche. En tout cas, je suis bien occupée. C'est surtout quand tu es en train de remplir un formulaire. Ah, ça, je sais jamais. J'écris travailleur autonome. T'écris pas plongeuse? Oui, ça dépend. Ils vont penser que tu travailles dans un restaurant? Oui, c'est ça. Mais dis-moi, tu as reçu ça ici? Oui. Parce que tu es une pionnière du haut vol au Canada. Exact. Elle est où la prochaine Lisanne Richard, qui a 15 ans, 18 ans, 20 ans, 23 ans? Est-ce qu'il y en a qui dans ton univers à toi, qui viennent te voir, pour qui tu es peut-être leur idole, leur emblème, leur ambassadeur? Est-ce qu'il y en a qui gravitent, qui te posent des questions? Il y en a. Là. Une des jeunes athlètes desquelles je suis le plus fière, c'est Simone Lathead, qui, elle, pensait vraiment jamais faire de haut vol. Je la connais depuis longtemps. Elle me voyait m'entraîner, puis elle était là, t'es complètement folle, j'en reviens pas. Puis là, maintenant, elle fait des compétitions aux 20 mètres. Donc, ça, je suis tellement fière de voir qu'on a rendu le haut vol accessible à des athlètes de plongeon réguliers qui pensaient jamais s'intéresser à ce sport-là. C'est la preuve de la réussite. C'est la preuve qu'on a utilisé le bon chemin pour le rendre sécuritaire, puis un éducatif à la fois. Finalement, ils s'aperçoivent que c'est pas si fou que ça. Dans le fond, plonger de 20 mètres, si tu passes de 10 à 20 mètres, oui, c'est complètement fou, mais si tu as plusieurs hauteurs intermédiaires, bien, il y a moyen de le faire de façon sécuritaire. Puis Simone, elle est hyper talentueuse. C'était déjà une athlète solide en plongeon. Elle est coachée par mon entraîneur, Stéphane Lapointe, qui est excellent. Puis elle a toutes les installations pour performer. Donc, je pense que lorsqu'on va être au jeu, Simone va être sur le podium. Puis, ce qui est le plus beau, c'est que j'ai tellement souvenir d'elle qui me disait « T'es complètement folle, je ferais jamais ça. » Puis finalement, elle le fait de façon... Qu'est-ce que tu ressens à l'idée que tu aies pu inspirer des jeunes plongeurs et plongeuses à faire du haut vol? Bien, je suis contente parce que c'est vraiment... Je m'étais donné des objectifs en m'investissant dans ce sport-là. C'était de rendre le sport plus accessible et plus sécuritaire, puis de permettre le développement de ce sport-là. Donc, c'est ça qui m'a rendu tant émotive à la remise du prix, c'est que c'était des gros objectifs, puis je les ai atteints. Donc, puis de voir le sentiment que j'ai qui me rend hyper fière, c'est de voir que je fais partie de tous les prochains succès, parce que veux pas, les installations vont faire la différence, font que le pays est en avance sur les autres pays également, puis les installations ne seraient pas là si je n'avais pas travaillé fort pour. Puis également, la visibilité du sport par les projets variés aussi ont amené plus d'engouement, plus d'intérêt, plus d'athlètes à se dire « Hey, je pourrais faire ça moi aussi. » Donc, j'ai un sentiment que si jamais j'arrêtais aujourd'hui, j'ai quand même amené une grande contribution. Mais je n'ai pas le goût d'arrêter. Tu es en mission.
Hein? Tu es en mission. Je suis en mission. Mais là, rendu Ouais. là, je le fais vraiment pour le plaisir Ouais. parce que au niveau du développement du sport, c'est mission accomplie, puis je suis très heureuse de ça. Lisanne Richard, plongeuse de haut vol, résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu, a reçu le prix Vague positive. On est dans le monde de l'eau. Plongeons Canada qui ont bien sûr donc honoré l'ensemble de l'œuvre de Lisanne Richard. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier, François, un hockeyeur européen, Joannais, est avec nous. qui a quand même joué 189 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Éric Gélina est avec nous. C'est 189 de plus que toi et moi. Absolument. Manquez pas ça. La 17e édition du Relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Richelieu va se tenir cette année le samedi 10 juin. C'est donc un samedi, je le répète. Et cette année, c'est au pavillon Mille-Roches à Iberville et c'est de 18h à minuit. Notre invité pour en parler, porte-parole, Dave Turcotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On est à quelques semaines à peine de l'événement. Le sablier a tourné de côté. On en est où dans les préparatifs? Mais ça va très bien. On a une belle mobilisation cette année. On est déjà là, en date d'aujourd'hui, 31 équipes. Sûrement que quand les gens vont voir l'entrevue, on aura sûrement augmenté. Il est encore temps de s'inscrire. Il est encore temps de s'inscrire en équipe. Puis je vais même ajouter, il est encore temps de s'inscrire seul. Parce qu'à une certaine époque, on ne parlait pas beaucoup de l'inscription individuelle. Mais maintenant, c'est quand même un bon nombre là, de personnes. Là. Du moins, pour vous donner une petite idée, on a peut-être une douzaine là, de marcheurs individuels, mais qui ont déjà amassé là, en moyenne quasiment 1 000 $ chacun. Là, fait que c'est au-dessus de 10 000 $ là, pour les marcheurs individuels. Fait que c'est quand même un bon montant. On est rendu à peu près là, à 68 000 $ d'amassés. Donner une petite idée, l'année passée, notre objectif était de 60 000. Donc, on a déjà largement dépassé l'objectif de l'année passée. Cette année, l'objectif est plus élevé quand même, il faut le dire. C'est 115 000 $. Mais on a dépassé le 60 de notre objectif. Et à pareille date, l'année passée, on n'était vraiment pas à ce niveau-là. Donc, c'est très encourageant cette année. Tous les voyants sont au vert. La participation, les bénévoles, l'argent, mais il nous reste encore là, un bout de chemin. Puis c'est un peu ça là, qu'on tente de convaincre les gens dans les derniers jours, les dernières semaines. On incite les gens à s'inscrire, à venir à l'événement, parce qu'on peut venir à l'événement même si on n'est pas inscrit, voir qu'est-ce qu'il y en est, de faire un don. Il est possible de faire un don sur les pages des différentes équipes ou des marcheurs. Il y a encore un certain nombre d'activités. En fin de semaine, là, le 28 mai, un brunch au Chevalier de Colomb pour une des équipes. Il y a eu des ventes de garage durant la longue fin de semaine. Il y a eu un lave-auto qui s'est fait aussi. Cette année, il y a eu une belle mobilisation des équipes là, pour dynamiser le relais, de faire des activités de levée de fonds. Je m'excuse, je parle beaucoup, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Mais une nouveauté cette année intéressante, c'est les résidences pour personnes aînées, les RPA. Les autres années, il y avait l'Oasis qui faisait son propre relais en même temps, parallèle, pour les résidents de l'Oasis, Chartwell Oasis. Et là, cette année, ils le font. Mais il y a aussi le quartier, la résidence Le Quartier, qui a fait une vente de garage, qui a fait une activité de vente de luminaires et d'autres résidences. Au total, on a 5 résidences pour personnes aînées de la région, de la grande ville de Saint-Jean, qui s'inscrivent dans le relais, soit qui ont une équipe, soit des activités là, de levée de fonds ou de vente de luminaires. Donc, on est très content de cette nouvelle mobilisation que nous n'avions pas les autres années. Et un retour en force de l'école Joséphine... non, pas l'école Joséphine, l'école Dr Alexis Boutier, pardonnez-moi. L'école Dr Alexis Boutier qui aura une équipe cette année. Donc, on a la relève avec les personnes aînées, les gens plus d'expérience. Donc, on a tout un spectre de mobilisation qui se fait là, cette année. Comment on explique justement cette mobilisation accrue cette année? Bon, on est sorti de la pandémie. Oui. La pandémie a mis le bouton sur pause de beaucoup d'événements, dont celui-ci. Il y a le avant, le pendant, le après, mais au-delà de
au-delà de parler de pandémie, à quoi on peut attribuer cette mobilisation? Est-ce qu'on a eu plus de temps pour se préparer aussi? Ben oui, c'est sûr. L'année passée, on a eu le signal très tard ou très tôt dans l'année, mais habituellement, on commence en septembre, octobre à préparer. L'année passée, on a commencé à préparer pratiquement au mois de mars. L'événement étant au mois de juin, ça faisait pas beaucoup de temps. Il y avait encore une incertitude par rapport à la pandémie, bien entendu. Puis il faut savoir que la plupart des gens, c'est quand même un événement qui touche des gens plus vulnérables. Donc la santé, ça avait quand même un enjeu. On a eu plus de temps cette année pour se préparer, puis on a mis aussi plus d'énergie sur les communications, entre autres la page Facebook. On est revenu aux sources, d'expliquer aux gens c'est quoi le relais, c'est quoi les différentes activités, c'est quoi un porteur d'espoir, c'est quoi la cérémonie des luminaires, pourquoi qu'on fait ça la nuit, la nuit jusqu'à minuit. Donc ça a aidé beaucoup. Puis on a mis des effectifs, des gens, des militants, là, des bénévoles qui sont allés justement visiter les résidences pour personnes aînées. Donc, de prendre du temps pour aller expliquer quel est le relais. Il y a quelques entreprises aussi qui auront leurs équipes corporatives. Donc, on a mis beaucoup de temps là, par rapport à... Et on compte sur des équipes qui s'étaient inscrites l'année passée parce que leur relais n'avait pas lieu dans leur ancienne communauté, dans leur communauté, mais leur ancien relais. Et là, ces nouvelles équipes-là de l'année passée reviennent cette année parce qu'ils ont aimé la chaleur humaine du relais pour la vie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, en même temps, on l'a déjà dit dans les derniers mois, mais il y a eu quand même des changements d'apportée. Bon, déjà, vous aviez passé l'événement de 12 à 6 heures. Donc, au lieu de marcher la nuit, l'événement se tient de 18 à minuit. Ça, c'est une première chose. Oui. Mais là, en plus de ça, vous avez déménagé l'événement du vendredi au samedi. Oui. Donc, des fois, pour les gens, quand ils organisent un peu leur fin de semaine, c'est un peu mieux. Et là, en plus de ça, bien, il y a des travaux aussi, tout ça. Mais bref, là, vous déménagez aussi au pavillon Mille-Roches à Iberville. Tout à fait. Ça va probablement, ça nous sauve beaucoup de travail en termes pour la préparation du terrain, parce que beaucoup d'infrastructures, d'équipements, le mobilier urbain qu'on appelle les chaises, les gradins, etc., sont déjà sur le site, donc pas besoin de transporter ça, tant pour la ville que pour nos bénévoles. On peut bénéficier aussi d'un lieu fermé, sécuritaire, qui est le pavillon Mille-Roches, s'il y a une intempérie ou quelque chose du genre. Ça aussi, c'est quand même une incertitude. Des gens plus vulnérables disent « Ah, s'il ne fait pas beau, on s'inscrit, d'être sous un chapiteau, ça nous tente moins. » Donc là, de savoir qu'il y a un lieu fermé, sécuritaire, avec des équipements sanitaires de qualité, qui ne sont pas là, des cabines vertes, là, ça, c'est aussi réconfortant pour les gens. Et je pense aussi que ça amène une nouveauté, le fait de déménager. Donc, ça crée une énergie dans l'équipe, dans le comité organisateur, qui bouillonne, puis qu'on a des nouveaux membres aussi dans le comité organisateur cette année qui amènent une nouvelle énergie. Donc, on est très enthousiaste pour la 17e édition du Relais pour la vie. Bon, je reviens à ça. On a dit d'entrée de jeu 31 équipes, mais il y a quand même 12 personnes qui se sont inscrites individuellement. Oui. Je reviens là-dessus parce que là, justement, on est à quelques jours de l'événement. Les gens disent « Ah, ben là, j'ai pas le temps de me monter une équipe. » C'est pas grave, parce qu'on peut s'inscrire individuellement. Exactement. Puis il faut aussi se le dire, là. À une époque, le relais, là, c'était vraiment au moins 10 personnes par équipe. On n'est plus dans ça, là. Il y a des équipes là, qui sont 3, 4, 5 personnes. Nous, au fond, on n'est pas regardant sur le nombre de personnes dans l'équipe, sur le montant que les gens amassent individuellement. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens participent au relais à la hauteur de leur capacité financière, en termes d'énergie et en termes de temps. Et oui, les inscriptions individuelles, on veut en faire la promotion parce qu'il y a aussi des gens qui veulent vivre le relais avec une certaine introspection, là, seuls, ne veulent pas être nécessairement dans une équipe. Ceux qui veulent le faire en équipe parce qu'ils veulent vivre cette énergie-là, souvent en famille, en amis. On veut aussi s'adapter aux nouvelles réalités parce qu'avec le télétravail, c'est plus difficile. Des fois, il y avait des équipes qui étaient plus des collègues de travail, etc. Là, maintenant, les gens les voient moins avec le télétravail. Donc, si les gens veulent en profiter pour faire une activité de team building, tant mieux. Mais si les gens n'ont pas le temps de former une équipe à cause du télétravail, puis tout ça, bien, ils peuvent venir individuellement. Puis on incite les gens aussi qui sont peut-être pas certains à venir vivre l'expérience cette année. Comme visiteur. Seuls, comme visiteurs, ou avec en couple, tout ça, mais comme visiteurs, sans nécessairement s'inscrire, mais ils peuvent faire un don sur place, acheter des luminaires, puis de voir qu'est-ce que c'est le relais pour, après ça, l'année prochaine, s'y inscrire et s'y investir. Là, cette année, il y a quelques équipes que c'est ça qui est arrivé, là, que les gens avaient vu ça. Bon.
On a dit tantôt qu'à ce jour, vous avez déjà 68 000 d'amassés, ce qui est déjà plus que l'an passé. Oui. Objectif de 115. Oui. L'événement est dans 3 semaines environ, donc vous avez bon espoir de l'atteindre avec de nouvelles entrées d'argent à venir. Tout à fait. Si la générosité des gens continue en ce sens-là, on a des équipes là, qu'on sait qui amassent de l'argent puis qui ne nous ont pas encore fait là, tout leur dépôt, etc. C'est beaucoup plus facile qu'avant aussi faire des dons avec le site qui a été amélioré, que c'est plus simple. Sur le site aussi, on va amasser, les gens peuvent venir faire des dons, acheter un luminaire, 5 $ à la mémoire de quelqu'un. Donc, on veut multiplier les opportunités là, pour les gens de contribuer parce qu'il faut se rappeler qu'on fait ça pour une cause et qui porte fruit dans le sens, l'argent qui est amassé, pratiquement tout l'argent qui est amassé, il faut le dire, hein, l'organisation du relais, on a un budget d'environ 6 000 $. Puis on pense ne pas avoir à le dépenser au complet. On pense pouvoir tenir l'événement avec un budget de 5 000 $. Ça veut dire qu'au moins 110 000 $ de ça va aller principalement à la recherche. Et quand on voit, il y a 17 ans, avant la première édition du relais, et aujourd'hui, combien de gens de plus qui ont été capables de sauver leur vie par la recherche qui a été faite suite à l'argent qui a été amassé là, dans les différents relais pour la vie à travers le Québec, le Canada. C'est un effort collectif. Si tout le monde fait ça un peu partout au Québec en même temps, ça lève quand même de grosses sommes. Exactement. Puis, ultimement, sur une période d'à peu près 17 ans, le taux de survie a quand même grandi. Tout à fait. De manière c'est importante. Parce qu'il y a eu de l'argent qui a été investi. Puis là, on est dans une zone payante, si on peut dire. Là, la recherche est très avancée. Fait que c'est le temps d'investir. Puis oui, il y a de l'argent pour la recherche, puis un peu pour les services, mais beaucoup la recherche. Puis ça va faire la différence dans la vie des gens parce que nous sommes plus grands que le cancer. C'est très bien dit. La vie est plus grande que le cancer. Samedi 10 juin, Pavillon Mille-Roches à Iberville, c'est la 17e édition du Relais pour la vie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On revient après ceci. L'exposition des étudiants en céramique, c'est à la fin du mois de mai. C'est sur 3 jours. C'est au musée du Haut-Richelieu et l'exposition s'appelle tout simplement Texture. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.